François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, quand on s'était vu il y a quelques mois, l'optimisme des investisseurs qui se généralisait vous gênait quelque peu aux entournures. Vous disiez, quand on a un consensus optimiste, généralement, ce n'est pas très bon signe pour les actions. Vous redoutiez même l'emballement. Bon, vu ce qui s'est passé au cours du premier trimestre, et encore tout récemment, on peut dire que cette crainte s'est complètement dissipée. Alors ma question c'est, est-ce qu'il est temps maintenant de recharger à fond sur les actions puisque ça corrigé? Alors à fond peut-être pas, mais de regarder maintenant les opportunités, commencer à réaugmenter le poids des actions dans les portefeuilles, oui. Effectivement, il y a un cycle de correction des marchés qui est assez classique, qui se déroule souvent en 3 temps. La première phase, c'est la complaisance. Les marchés commencent à baisser, mais on dit « oh, c'est pas grave ». Deuxième phase, c'est l'inquiétude. « Ah, on a des sujets d'inquiétude, ceci, cela, la surchauffe, le protectionnisme, tout ce que vous voulez. » Et on n'en avait pas il y a quelques mois. On n'en avait pas, voilà. Donc, le ciel était bleu. Voilà. Et puis, la troisième phase, qui en général met fin à ce processus correctif, c'est la capitulation. Les investisseurs jettent l'éponge. Est-ce qu'elle a eu lieu, cette capitulation? C'est pas clair. C'est pas clair. Probablement pas tout à fait dans les cas classiques. C'est quand même une forte baisse avec beaucoup de flux. Ça, c'est pas ce qu'on a vu. Et personne ne peut savoir. On n'a pas de boule de cristal. Ça peut aussi se dérouler dans le temps, simplement. C'est-à-dire plusieurs semaines ou mois pendant lesquels la bourse ne fait pas grand-chose et décourage finalement les investisseurs. Alors vous nous avez apporté un graphique, oui. C'est l'indicateur Greed and Fear qui oui. doit justement aider à déterminer si la capitulation a eu lieu. Oui. Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous commenter ce graphique et nous expliquer un peu ce qu'on voit? Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez faire des mesures agrégées d'une dynamique de marché. Ici, l'indicateur Greed and Fear concerne le S&P 500. Vous pouvez regarder, par exemple, comment le S&P 500 se comporte par rapport à sa moyenne mobile. Est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui montent par rapport à celles qui baissent? Quelle est la volatilité? Quels sont les différentiels sur le marché du crédit, etc. Il y a toute une série de batteries d'indicateurs. Vous les réunissez et vous obtenez un indicateur agrégé donc, qui s'appelle le Greed and Fear. Greed, l'appétit, la cupidité, si vous voulez, et le fear, la peur. Et effectivement, aujourd'hui, on n'est pas à un niveau extrême encore, mais de peur. De peur, mais alors qu'en janvier, clairement, on était très très complaisant. Donc, quand on est sous zéro, voilà. On a peur. Voilà. C'est ça. Donc là, vous avez noté l'inquiétude oui. Et capitulation, point d'interrogation. On pose la question parce que soit très rapidement, par exemple les angoisses liées au processus protectionniste, ou en tout cas aux tentatives de Trump et les réponses de la Chine, s'emballent et menacent en tout cas les marchés deviennent très sensibles à ça et une capitulation s'opère. Ça peut aussi venir d'une angoisse qu'on avait vue plutôt au mois de février, qui était la surchauffe, avec des chiffres d'inflation qui n'étaient pas très bons. Ça peut venir aussi d'autres choses, on ne sait pas, parce que là, on est dans des prétextes. Sur le fond, il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la main si on est négatif. Alors justement, j'allais vous demander ça, parce que, en effet, on parle de capitulation si on est juste dans une phase de correction. Pour vous, là, on ne rentre pas dans un marché baissier. Non. On a encore trop de fondamentaux positifs pour justifier finalement une résilience du marché. Le cadre général sur lequel nous travaillons et qui reste totalement valide, c'est la prospérité économique et la prospérité des entreprises. Alors, prospérité économique, on a une croissance mondiale qui avoisine les 4%. 4% de croissance mondiale avec des taux d'intérêt réels dans les pays développés à 0 en moyenne. C'est plutôt favorable. Cette combinaison, c'est du jamais vu dans l'histoire des 30-40 dernières années. C'est très bénéfique pour les actions, normalement. Donc, très bénéfique pour les actions, parce que les deux fondamentaux des actions, ce sont les taux d'intérêt réels et la croissance. Et ça se traduit par une prospérité des entreprises, puisqu'aujourd'hui, la plupart des entreprises cotées en bourse ont au moins 10% de croissance de leurs résultats. Donc, forcément, il est difficile pour un investisseur de rester sur le bas-côté. Mais est-ce que, parce que la bourse, c'est aussi la valorisation oui. des actifs qu'on a sous la main et sous les yeux, oui. Est-ce que la valorisation est aujourd'hui plus attrayante, nettement plus attrayante, depuis que la correction a été engagée, qu'il y a quelques mois? Ou est-ce que, certes, on constate une détente des ratios de valorisation, mais on n'a pas encore des décotes particulières? Alors, dans la plupart des pays du monde, on a une légère baisse des fameux PER, les rapports cours-bénéfices, du fait de la correction et de la hausse des profits.
Aujourd'hui, par exemple, dans une zone comme l'Europe, si vous enlevez les financières qui pèsent un peu à la baisse, vous voyez que la médiane des PE se situe autour de 16, 16,5. Ce qui est plutôt élevé historiquement, mais qui n'est pas complètement délirant par rapport à une situation macroéconomique qui est quand même très bonne. Aux États-Unis, en revanche, on a vu un grand mouvement, puisqu'on a démarré l'année au-dessus de 19 sur cette même mesure, et aujourd'hui, on est très proche de l'Europe, autour de 19, c'est élevé. 19, c'était très élevé. Là, on est à 16,5. C'est un peu plus normal, même si c'est au-dessus de la moyenne historique. Mais il y a quand même il y a eu, du fait de la baisse des impôts sur les sociétés aux États-Unis, un énorme boom des profits par action et du coup une baisse des PER à cause de ça. Quand je vous écoute, François-Xavier, j'ai l'impression tout de même qu'on est un peu assis les fesses entre deux chaises. J'ai l'impression que oui, ça a baissé et c'est mieux finalement en termes de valo pour rentrer sur le marché et les actions, mais qu'en même temps, on n'a pas assez de marge de manœuvre pour y aller le cœur léger. La situation est quand même beaucoup plus saine aujourd'hui, c'est bien meilleur. C'est toujours pareil, évidemment, la beauté de la gestion, c'est quand on arrive à attraper les points bas, ce que peu de gens arrivent à faire. Donc il faut se contenter parfois d'accepter d'avoir peut-être un peu tort en termes de timing. Aujourd'hui, quand même, le timing est bon pour avoir un programme d'achat sur les actions. Mais là où vous avez raison dans votre remarque, c'est que la situation actuelle de prospérité des entreprises va probablement continuer, mais de là à penser à une accélération, non. Donc c'est cette marge d'accélération qui a porté la bourse pendant plusieurs années, puisqu'on partait d'une récession pour arriver à une prospérité, c'est cette marge-là qui nous manque et qui, du coup, nous, chez Dorval Asset Management, nous oblige à garder une certaine prudence. Est-ce que cette prudence, elle n'est pas non plus alimentée par tout ce qui se passe en ce moment? Alors certains disent que ce n'est que du bruit, mais entre les États-Unis et la Chine, où on a, pas une guerre ouverte, on ne va pas exagérer, mais on a des escarmouches qui pourraient se transformer, dégénérer en guerre commerciale. Aujourd'hui, on a des montants qui restent relativement mesurés, 50 milliards d'importations chinoises visées par des hausses de tarifs douaniers. Idem du côté de la Chine, puisque la Chine a annoncé ces mesures de rétorsion. C'est vrai qu'à l'aune du commerce mondial, ça reste lilliputien. Oui. Mais on sait aussi qu'on a des enjeux politiques derrière, notamment aux États-Unis. Si Trump fait tout ça, c'est aussi pour satisfaire une base électorale qui l'a porté à la Maison-Blanche avec l'idée qu'il allait traiter les problèmes issus de la mondialisation. Est-ce que ça ne pourrait pas dégénérer finalement? Il y a une espèce de prime de risque Trump qui est apparue désormais sur les marchés. Pendant des mois depuis son élection, la bonne attitude, c'était d'ignorer Trump et de se focaliser sur l'amélioration extraordinaire du cycle mondial. Et les investisseurs ont eu raison de se focaliser là-dessus. Aujourd'hui, comme le cycle mondial n'accélère plus, eh bien, il y a un retour du politique aussi à travers l'échéance du mid-term, puisqu'il y aura des élections en novembre aux États-Unis. Et forcément, là, la politique prend le pas en termes de risque pour les investisseurs. Comme vous le soulignez, la réalité de ces menaces est extrêmement quasi dérisoire. Maintenant, la direction est difficile à appréhender. Et là, vous avez deux risques possibles. Un risque à la hausse et un risque à la baisse. Le risque à la baisse, évidemment, c'est la guerre commerciale, c'est-à-dire que ce côté œil pour œil, dent pour dent, n'arrive pas à trouver un espace de négociation où chacun peut sortir la tête haute. Bon, ça c'est un risque. Il est peu probable, mais il existe. Mais vous avez aussi un risque à la hausse, qui serait le suivant, qui serait un Trump qui, au fond, son administration viserait une ouverture du marché chinois aux produits américains, mais aussi à d'autres produits, avec l'idée que la Chine étant maintenant un pays très riche, elle peut se permettre de plus ouvrir son marché intérieur et accueillir les importations américaines, européennes, etc. Et finalement, on terminerait cette histoire de soi-disant protectionnisme par une ouverture, encore plus grande de l'économie mondiale. Ce qui bénéficierait à l'économie américaine cotée. Cotée, voilà. C'est là la contradiction entre le positionnement politique de Trump intérieur
et la réalité du monde, et surtout la réalité de Corporate America et de Wall Street, qui est un baromètre essentiel de la vie de l'Américain moyen. Wall Street, aujourd'hui, ce sont des entreprises qui font 45% de leur chiffre d'affaires hors des États-Unis. Et avec des GAFA, hein, les fameux Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui, depuis la création de l'iPhone fin 2007, ont engrangé 20% de croissance des ventes par an, alors que les sociétés cotées en bourse dans le monde faisaient 1,3% pendant la même période. C'est bien que vous évoquiez les GAFA, François-Xavier, parce que je voulais vous y amener. Les dégagements qu'on a observés sur les marchés étaient principalement motivés par des inquiétudes afférentes à ces mêmes entreprises majuscules de la technologie américaine et qui ont porté les indices américains jusqu'à très récemment. Est-ce que la capitulation que vous n'entrevoyez pas encore, elle ne pourrait pas venir de là? Facebook, on voit bien qu'il y a un problème de crédibilité, hein, la sécurité des données n'est pas assurée, l'usage de ces données est en plus contesté, Amazon est dans le collimateur de Trump, donc on sait bien que ces conglomérats, parce qu'aujourd'hui ce sont des conglomérats, pourraient bien être un jour ou l'autre dans le collimateur du politique, qui estime qu'ils commencent à devenir trop puissants, trop grands. Oui, c'est une hypothèse assez crédible, puisque une capitulation, forcément, vient attaquer les leaders du marché. Et les leaders du marché, aux États-Unis, ce sont les géants de la nouvelle économie. En Europe, c'est plutôt les petites et moyennes capitalisations que les gens ont appris à aimer. Et souvent, une capitulation de marché vient faire mal là où les investisseurs ont été le plus en attente et rémunérés auparavant. Donc ils viennent prendre leurs profits et s'éloigner de ce qui semble être tout d'un coup un thème plus dangereux et plus volatile. Donc oui, c'est un candidat possible à la capitulation. On en voit déjà des traces. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller beaucoup plus loin? Ce n'est pas évident. Je n'ai pas de boule de cristal encore une fois. Mais oui, c'est un candidat possible. Conclusion. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend un peu d'action, et si oui, dans quel secteur, dans quel domaine, dans quelle zone géographique? Alors, si on regarde les valorisations, là où elles ont le plus baissé, c'est aux États-Unis. Donc, du point de vue de la valorisation, qui n'est pas le seul point de vue à prendre en compte, nous, dans le fonds d'Orval Global Conviction, donc le fonds international de l'Orval, on est en train de regarder justement les opportunités aux États-Unis, hors GAFA, puisque c'est là où il y a encore de la symétrie. Mais voilà, il y a quelque chose là qui commence à être intéressant. Il y a aussi ce qu'on appelle les asymétries positives. Alors les asymétries positives, où sont-elles aujourd'hui? Exemple, l'Europe du Sud, l'Italie. Vous avez eu des mauvaises nouvelles avec les élections italiennes, vous avez vu que le marché n'a pas bougé. Donc là, c'est intéressant. Une mauvaise nouvelle ne fait pas baisser le marché. Ça veut dire qu'il y a une asymétrie positive. Les bonnes nouvelles le font monter, les mauvaises ne le font pas baisser. Ça veut dire qu'il y a encore énormément d'inquiétude sur l'Italie, il n'y a pas de complaisance. Eh bien, nous, on investit dans ce genre de thème. De la même façon, des pays comme le Brésil ou la Russie ne sont pas aimés par les investisseurs parce qu'ils ont un certain nombre de risques politiques, etc. Et là aussi, les mauvaises nouvelles ont peu d'impact, les bonnes ont un bon impact. Donc nous recherchons, nous, dans notre allocation, les asymétries positives. Ça sera le mot de la fin. François-Xavier, merci. Merci Vincent.